Et François Asselineau, nous allons commencer cette émission par le traditionnel Wikiportrait. J'ai cherché des informations sur vous et nous allons vérifier ensemble votre parcours, vos engagements. Vous êtes né en septembre 1957, diplômé de deux grandes écoles, HEC et l'ENA. Est-ce qu'il faut absolument être diplômé de grandes écoles pour faire de la politique à haut niveau aujourd'hui ? Non, je ne pense pas. D'ailleurs, il y a les exemples d'autodidactes ou des gens qui n'ont pas des très grands diplômes qui font de la politique. Ça peut aider. Ça peut aider en ce sens que, à partir du moment où vous connaissez notamment les rouages de l'État, ça peut vous traverser l'esprit de vous dire que vous avez envie de faire de la politique. C'est assez naturel. C'est pour ça que tant d'énarques se lancent en politique. Mais je suis pas sûr qu'il y ait tellement d'énarques que ça. Hein. Bien sûr, il y a des énarques. On les remarque. Mais... Comment ? On les remarque, mais parce on souligne dessus qu'il y a des énarques. Mais il y a aussi des gens qui ne sont pas énarques. Hein. Nicolas Sarkozy n'est pas énarque, Jean-Marc Ayrault n'est pas énarque, Nadine Morano n'est pas énarque, Jean-Michel, Monsieur Raffarin n'est pas énarque. Je peux vous dresser une liste entière de gens qui ne sont pas des énarques. Donc la question, et puis vous avez, en fait, là, vous savez, il y a les anciens élèves de l'ENA, il doit y en avoir à peu près 4500, et sur les 4500 anciens élèves de l'ENA, les Français n'en connaissent peut-être que 100 ou 200 qui font de la politique. La très grande majorité des anciens élèves de l'ENA sont préfets, ambassadeurs, directeurs d'administration centrale, sous-directeurs, chefs de bureau, membres des grands corps de l'État, membres des tribunaux administratifs, etc. Donc ils font leur métier de fonctionnaire. La politique, justement, en 1993, vous êtes conseiller aux affaires internationales pour Gérard Longuet, qui était alors ministre de l'Industrie. 2 ans après, vous devenez directeur du cabinet de Françoise de Panafieux, ministre du Tourisme. Et 1996, vous travaillez au cabinet de Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères. 3 ministères très différents. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences ministérielles ? Bien, d'abord, je me permets de préciser qu'à l'époque, je n'étais pas dans un parti politique. J'ai fait, c'est un petit peu le cursus honorum, comme on dit, c'est-à-dire le cours très habituel du déroulement de carrière. Pour un élève de l'ENA qui, comme moi, j'étais sorti dans les grands corps de l'État, j'avais pris l'inspection générale des finances. Ensuite, j'étais au ministère des Finances à Bercy à m'occuper de commerce extérieur. Et lorsqu'il y a un changement de majorité, il est de tradition que on demande à ceux qui sont considérés comme des éléments prometteurs d'aller faire du cabinet ministériel. Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé au cabinet de ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur qui s'occupait justement qui allait traiter les sujets que je connaissais bien, d'autant qu'on me prête une bonne connaissance de l'Asie. J'ai vécu en Asie, je parle un peu le japonais. Et puis ensuite, eh bien ça s'est bien passé, si j'ose dire. C'est ce qui vous a donné goût à la politique ? C'est ce qui m'a donné, oui, certainement goût à la politique. J'étais pas fait pour faire de la politique. Hein. J'avais jamais eu. Moi, je suis entré en politique sur le tard. Hein. C'est quelque chose d'important. Ce que j'ai surtout découvert pendant cette période, c'est quelque chose d'effarant. C'est qu'en fait, quand j'étais chez Gérard Longuet, c'était le cabinet, c'était dans le gouvernement Balladur sous la cohabitation avec François Mitterrand. J'ai accompagné François Mitterrand en Corée pour vendre le TGV Séoul-Busan au Kazakhstan. Et ensuite, quand j'étais au cabinet de Monsieur de Charette, c'était sous la présidence Jacques Chirac. Et j'ai accompagné Jacques Chirac au Japon, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, etc. Donc j'ai une bonne expérience des allées de pouvoir au plus haut niveau de l'État, à la fois de gauche et de droite. Et moi, ce que j'ai découvert vraiment avec beaucoup d'étonnement, même d'inquiétude, pour ne pas dire d'effarement, c'est qu'en réalité, la France n'est plus dirigée par les gens que les Français élisent. Voilà, les gens, en France, on élit, on va sans doute en parler pour l'élection présidentielle. Exactement. Mais pour l'élection présidentielle, en réalité, c'est devenu maintenant un théâtre d'ombre. C'est un petit peu comme si vous montiez à bord d'un avion, et puis une fois que vous êtes dans l'avion, on vous demande de choisir quel est le commandant de bord que vous allez avoir, mais on ne vous fait pas choisir le plan de vol. On ne vous demande pas quelle est la destination, puisque la destination, elle est déjà fixée. Et c'est ça que j'ai découvert dans les allées du pouvoir, c'est que finalement, en réalité, la France était lancée sur une espèce de pente accélérée et que les vrais centres de pouvoir avaient été en fait transférés de la France vers 3 grands centres. L'Union européenne, la Commission européenne à Bruxelles, la Banque centrale européenne à Francfort et l'OTAN dont le siège est à Bruxelles, mais dont les décisions, le centre névralgique de commandement est à Washington. Voilà. Et donc je me suis dit, moi je voyais, vous savez, je suis un Français comme tout le monde, comme les autres. Moi j'ai des amis, j'ai des copains, j'ai des amis d'HEC, j'ai des amis, j'ai de la famille qui sont pas du tout dans la politique, et j'ai vu le gouffre qu'il y avait
entre la croyance que les Français ont du pouvoir d'un président de la République ou d'un gouvernement et la réalité des événements où, en fait, ils appliquent des lignes de vol, des plans de vol, comme je le disais tout à l'heure, qui ont déjà été déterminés par d'autres de façon totalement antidémocratique et à l'insu des Français. On va avancer en 1997. La dissolution, justement, vous rencontrez Charles Pasqua. Vous devenez son directeur de cabinet pendant 4 ans, alors qu'il présidait le Conseil général des Hauts-de-Seine. Mais ce Conseil général change de main. En avril 2004, il est présidé par un certain Nicolas Sarkozy. Vous écrivez qu'il vous écarte en vous nommant délégué général à l'intelligence économique à Bercy. Et l'on peut lire dans la biographie de votre site officiel que vos analyses, je cite, bien qu'irréfutables, ne sont pas les bienvenues. Pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy vous a mis sur la touche ? Alors d'abord, s'agissant de ma rencontre avec Charles Pasqua, je l'ai connu, là pour le coup, par la politique. C'est lorsqu'en 1999, il y a eu un nouveau traité, le traité d'Amsterdam, qui a procédé à un nouveau, ce qu'on appelle pudiquement les transferts de souveraineté. Moi, j'appelle pas ça un transfert de souveraineté, j'appelle ça un vol de pouvoir. Lorsqu'il y a eu un nouveau transfert de souveraineté dans le cadre du traité d'Amsterdam au profit des institutions européennes, traité d'Amsterdam qui n'a pas été soumis aux Français. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, j'ai décidé d'entrer en politique. Et puis il y avait eu ce projet de comment dirais-je, de liste qui d'ailleurs a eu lieu aux européennes de 99, rappelez-vous, qui devait à l'origine d'ailleurs être un projet, une liste au-dessus du clivage droite-gauche. Il devait y avoir Charles Pasqua d'un côté et Max Gallo représentant Jean-Pierre Chevènement de l'autre. Moi, j'étais arrivé dans cet univers par l'intermédiaire de quelqu'un qui est décédé récemment, qui s'appelait William Abitbol. Donc là, je me suis dit, il faut effectivement aller vers un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche pour faire sortir la France de l'Union européenne. C'est pour ça que je me suis rapproché du RPF de M. Pasqua. J'ai ensuite découvert finalement l'alliance avec la gauche ne s'est pas faite. M. Pasqua a fait alliance avec M. De Villiers. Et puis en fait, j'ai découvert ce que c'était que le souverainisme. Donc on pourra en reparler. C'est-à-dire en fait des gens qui ne veulent pas aller jusqu'au bout du raisonnement. Et pour revenir à Nicolas Sarkozy, alors ensuite, vous employez le terme écarté. Oui, parce qu'en 2004, M. Sarkozy est arrivé au Conseil général des Hauts-de-Seine. J'étais le directeur de cabinet du président du Conseil général des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua. Et puis il est arrivé avec sa propre équipe. Et il était à la fois au même moment ministre des Finances. Et donc moi j'étais en détachement de l'inspection générale des Finances. Et il m'a écarté en me nommant dans un poste qui était ronflant d'apparence, délégué général à l'intelligence économique. C'était pas tout à fait sorti d'un chapeau parce que je lui avais remis à l'époque, j'avais pris sur moi de faire un long rapport de 120 pages d'ailleurs, avec beaucoup de chiffres, beaucoup de graphiques, des couleurs, des photos, etc., qui s'appelait Le basculement du monde, que j'avais remis à monsieur Sarkozy. Alors est-ce que c'est ça? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'était une vision qui était où je disais quoi en fait dans ce dossier? Je disais que on était au bord d'une crise financière majeure, qui est d'ailleurs arrivée quelques années après, c'est avec la crise des subprimes. 2, qu'en fait, il y avait une espèce de jeu mondial où les États-Unis faisaient faire par la Chine et au-delà par les pays d'Asie de plus en plus de choses, que c'était un peu je te tenais, tu me tenais par la barbichette, que dans ce cadre, l'Europe et l'Union européenne et l'euro étaient en fait des variables d'ajustement mondial des intérêts chinois et des intérêts américains, et que tout ceci se terminerait par une explosion générale de l'euro et de l'Union européenne. Je peux vous dire qu'écrire ça à M. Sarkozy en 2004, fallait quand même le faire. Bon. Ça n'a pas plu. Je sais pas si ça a plu. En tout cas, on m'a nommé délégué général à l'intelligence économique. Puis une fois que je suis arrivé dans ce poste, j'ai découvert finalement que je n'avais aucun moyen financier, contrairement à ce qui avait été annoncé. Alors pendant 1 an, j'ai essayé de faire des choses. C'est un cadeau empoisonné quelque part. C'était une façon de me mettre gentiment dans un placard, voilà. Et puis au bout d'un certain temps, en ayant finalement décidément, je m'apercevais qu'on ne venait absolument me donner aucun adjoint, etc. J'avais simplement une secrétaire puis un ordinateur, et je faisais de temps en temps des notes dont je ne savais pas qui les lisait. J'ai fini par demander, j'ai été reçu à ma demande à l'Élysée par M. Augustin de Romanet, qui était le secrétaire général adjoint, et j'ai demandé qu'on tranche d'une façon ou d'une autre. Et à ce moment-là, le poste a été supprimé par monsieur Breton, Thierry Breton, qui à l'époque était ministre des Finances, et j'ai regagné le corps de l'inspection générale des Finances. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que, effectivement, les analyses que je faisais, où je disais que l'euro finirait par exploser, c'était des analyses fondamentales qui n'étaient pas les bienvenues. Et je me permets d'ailleurs de le souligner. C'est qu'en France aujourd'hui, dans les ministères, je pense, à moins que peut-être des choses m'échappent, ce qui est possible, puisque je suis à l'inspection générale des finances. Enfin, maintenant, je suis en disponibilité, donc je n'ai plus de relations hiérarchiques ni de salaire d'ailleurs. Et donc dans les ministères, oui. Mais dans les ministères, en fait, je pense qu'il n'y a pas actuellement de réflexion qui soit menée sur ce qui se passe en cas d'explosion de l'Union européenne ou de l'euro. Voilà.